Aujourd'hui, nous allons discuter sur les enjeux diplomatiques les plus délicats auxquels notre pays, El Salvador, est confronté. Mais non, sans vous rappeler avant d'écrire sur mon WhatsApp et de me suivre sur mes réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify et sur ma chaîne YouTube. Le gouvernement salvadorien actuel a commencé du bon pied en reconstruisant les relations avec les États-Unis qui avaient été endommagées par le FMLN, une organisation de gauche qui aime brûler les drapeaux américains. Pour cette raison, le fait que le gouvernement du Salvador marchait au début de son mandat extrêmement amical avec l'ambassade des États-Unis ne plaisait pas du tout les meutes marxistes. Mais tout à coup, les relations entre les deux gouvernements se sont effondrées et les baisers et les étreintes ont cédé la place aux plaintes, à la discorde, aux menaces et aux manières terribles. Voyons lentement, objectivement et d'une manière équilibrée, sans amour et sans haine, le fond substantiel de la question. La vérité est que le gouvernement salvadorien, à tort ou à raison, n'a pas changé ses dérives au cours de ces 2 années. C'est ce qu'affirment aussi bien les admirateurs que les détracteurs de cette administration. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Simple, ce qui s'est passé, c'est la fin brutale de l'ère Trump et l'avènement de l'administration Biden. Ainsi, la cause du désaccord n'est pas dans Bukele, mais dans la gauche démocrate de Biden qui n'a jamais vu avec des bons yeux à celui qui semblait l'un des favoris de son ennemi mortel. Encore une fois, mais pour les raisons opposées, les organisations du front marxiste sont à nouveau scandalisées. Elles ne sont satisfaites ni de l'un ni de l'autre. Comme ils l'ont fait avec la CCS, si le président la voulait, il la détestait. Si le président ne voulait pas d'elle, il changeait d'avis. Le jour où le président de la République dira qu'il aime les levées du soleil, les marxistes appelleront sûrement à une manif pour protester contre le soleil. Et docile, obéissante et soumise comme un petit chien, la droite édulcorée marchera après eux. Sans direction et plongés dans une dépression enragée, sachant qu'ils ne regagneront jamais la faveur du peuple, les communistes ont tout misé sur le renversement de ce gouvernement, espérant voir sur l'horizon l'arrivée des troupes aérotransportées du commandement sud des États-Unis pour appréhender Bukele en pyjama. Bien que l'avenir soit inconnaissable, à sa place, j'attendrai assis. Au-delà des fantasmes de la gauche, que va-t-il réellement se passer avec cette crise diplomatique avec les États-Unis? N'oublions pas que dans la majorité des cas où ce type de sanction a été prononcé, les personnes concernées sont paradoxalement renforcées. Les Castro, Chavez, Maduro et Ortega confirment cette réalité. Il est donc probable que toute cette situation tourbillonnant autour du bon usage diplomatique ne soit qu'un rideau de soie à travers lequel il est possible de voir de l'autre côté le véritable problème de notre diplomatie. Si nous voulons parler plus clairement, nous devrons affirmer que toute cette affaire n'est rien de plus qu'un héritage empoisonné de la précédente administration du FMLN qui nous a mis à la dure un dragon dangereux chez nous, à la Chine communiste. L'histoire est le maître de la vie. Regardons le fond. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la République de Chine fondée par Sun Yat-sen était entre deux feux. Les communistes de Mao Zedong, soutenus par Staline d'une part, et les envahisseurs japonais d'autre part. Au milieu, menant la lutte pour l'indépendance et les libertés chinoises, se trouvait le généralissime Chiang Kai-shek tenant le rocher. Engagé le département d'État de l'administration démocratique de Roosevelt et plus tard Truman, dans son alliance maladroite avec l'Union soviétique pour combattre l'Axe, les diplomates américains en Chine ont ouvertement sympathisé avec les communistes de Mao, et je veux dire des diplomates comme John Carl Vincent, John Stuart Service, les gardes de China Hans, toute l'opération OSS du général Bill Donovan en Chine et les missions Dixie et Marshall. Si à cela on ajoute qu'à ce moment-là, le département d'État était infiltré par des agents soviétiques, comme l'ont démontré le projet Venona et la déclassification des dossiers du KGB dans les années 90, et si l'on se rend compte aussi
que l'influence de l'opinion publique à cette époque par les experts des affaires chinoises était entre les mains d'intellectuels américains ouvertement pro-soviétiques comme Owen Latimer. Si l'on prend en compte ces trois éléments, dis-je, il n'est pas surprenant que la diplomatie américaine penchait davantage vers le communiste Mao que vers Chiang Kai-shek, dont les oreilles se sont édulcorées des suggestions qu'il s'allie avec les communistes. La grande excuse était que l'ennemi de ton ennemi est ton ami. Chiang Kai-shek n'écoutait pas ces chants de sirène, parce qu'il savait que chaque fois qu'il s'alliait de force ou volontairement avec les communistes chinois, il ne prenait ce répit que, non pas pour lutter contre les Japonais, mais pour s'enraciner sur les territoires qu'ils occupaient déjà et de s'étendre encore plus aux dépens des forces nationalistes de la République. Les Japonais sont pour la Chine une maladie de la peau, tandis que les communistes sont une maladie du cœur, a déclaré, et à juste titre, le généralissime. Après la Seconde Guerre mondiale et la défaite des Japonais voyant que Chiang Kai-shek ne leur obéissait pas lorsqu'il s'agissait de s'allier aux communistes, les États-Unis décrètent avec des excuses absurdes un embargo sur les armes qui met fin à la démocratie en Chine. Dans une guerre civile sanglante, Mao Zedong occupa toute la Chine continentale et Chiang Kai-shek, pratiquement abandonné par les États-Unis, dut évacuer le continent et sauver l'institutionnalité de la République de Chine sur l'île de Taïwan. Les États-Unis étaient en train de reconnaître discrètement le nouveau régime communiste à l'époque du libéral Truman, lorsque soudain la partie communiste de la Corée, aidée par les communistes chinois, a poignardé le dos et déclenché la guerre de Corée. À cette époque, aux années 50, les Américains se rendent compte de l'erreur grave et naïve qu'ils ont commise et doivent maintenir par pragmatisme plutôt que par idéaux la reconnaissance et la protection du régime de Chiang Kai-shek. Il faut dire que le régime que Chiang Kai-shek a instauré à Taïwan comportait des éléments autoritaires notoires sans affecter substantiellement l'institutionnalité républicaine. Et cela se justifiait non seulement par la menace permanente d'une invasion des communistes du continent, mais aussi parce que cet autoritarisme était non seulement bénin, mais même bénéfique pour les familles taïwanaises et pour la République de Chine. Aujourd'hui, ces notes autoritaires se sont estompées et pendant des décennies, Taïwan s'est transformé en un modèle de démocratie libérale et de respect de la liberté d'expression. Elle a une économie capitaliste dynamique dominée par de petites et moyennes entreprises familiales qui, avec une croissance réelle du produit intérieur brut de 8% en moyenne au cours des 3 dernières décennies, la place comme l'un des 4 tigres asiatiques. De plus, et c'est plus pertinent, la République de Chine-Taïwan s'est catapultée au sommet des classements mondiaux de l'éducation. Ce grand pays était notre allié contre vent et marée jusqu'à ce que les marxistes du FMLN rompirent les relations avec lui pour l'établir avec la Chine communiste. De leur côté, les communistes de la partie continentale de la Chine ont fait le contraire. Ils se sont effondrés économiquement, générant les famines les plus terribles de l'histoire et se sont consacrés sous le manteau d'une autocratie totalitaire marxiste à la coutume dictée par cette idéologie, tuer ses propres compatriotes. Ainsi, la Chine communiste a dépassé tous les génocides connus avec un bilan d'une centaine de millions de morts. Sur le grand jeu géopolitique, la Chine communiste n'aurait pas été plus qu'un zéro, si ce n'était pas parce que c'était, et c'est toujours, le pays le plus peuplé du monde, et parce qu'avant de se distancer avec elle, l'Union soviétique l'a dotée avec des armes nucléaires. Ces éléments ont fait que les États-Unis, qui avaient choisi de se ranger du côté et de défendre Taïwan, ont soudainement changé d'avis. S'appuyant sur l'inimitié qui est apparue entre la Chine et l'Union soviétique, l'administration Nixon au début des années 70 appariait sur l'utilisation de la Chine communiste comme un pion dans la tâche de trianguler sa stratégie géopolitique en soutenant ses différences contre la Russie. Encore une fois, l'erreur tragique de croire que dans tous les cas, l'ennemi de votre ennemi est votre ami. Ainsi, les États-Unis, tout en dissociant la valeur du dollar de l'étalon or, ont reconnu le régime totalitaire de la Chine communiste comme le seul représentant du peuple chinois. Taïwan a ensuite été relégué à partir de cette époque sous une politique de protection ambiguë qui perdure jusqu'à ce jour.
Les vrais dangers de cette politique internationale machiavélique ont été avertis à clairvoyance par Alexandre Solzhenitsyn, ce champion mondial de liberté qui était jusqu'à sa mort une sorte de conscience vivante de l'Occident et de l'Orient. Solzhenitsyn a déclaré dans son célèbre discours du 8 juin 1978 à l'université Harvard ce qui suit. Some Western voices already have spoken of obtaining protection from a third power against aggression in the next world conflict, if there is one. In this case, the shield would be China. But I would not wish such an outcome to any country in the world. First of all, it is again a doomed alliance with evil. Also, it would grant the United States a respite. But when, at a later date, China, with its billion people, would turn around armed with American weapons, America itself would fall prey to a genocide similar to the one in Cambodia in our days. 43 ans plus tard, les prévisions lucides de Solzhenitsyn se sont presque entièrement réalisées. Avec ce virage diplomatique, l'administration Nixon a jeté les bases pour faire de la Chine communiste d'un géant d'argile, un colossal dragon d'acier qui joue déjà un rôle négatif, mais de premier ordre dans la communauté internationale, tant au niveau politique qu'économique ainsi que militaire. Cet empire autocratique qui, après une reconnaissance quasi-universelle, a procédé à un autre génocide aux dimensions olympiques, quelques 300 millions d'enfants assassinés dans l'utérus, en vertu de sa politique sauvage de l'enfant unique qu'il vient d'abandonner comme contre-productive. Cet empire autocratique est devenu une puissance mondiale, non à cause de sa démocratie qui n'existe pas dans un régime dominé par le Parti communiste chinois, pas par respect des libertés, car il y a un régime policier brutal, agrémenté de surveillance high-tech. Non à cause de la transparence, car là-bas, tout est sombre et secret. Elle n'est pas non plus devenue une grande puissance à cause du marché libre, puisque ce qui existe là-bas est un pur mercantilisme de dimension mondiale dirigé par une oligarchie politico-militaire. La Chine communiste est devenue une puissance mondiale en raison de la décadence et de la permissivité de l'Occident, qui l'a désigné grâce au bon marché de son inépuisable travail d'esclaves comme l'usine du monde. L'Occident voulait naïvement un allié tactique et n'a réussi qu'à créer un monstre qui tout le monde redoute déjà. Laissant de côté pour le moment le rôle d'intimidation qu'il joue avec ses voisins, le Japon, Taïwan, la Malaisie, le Vietnam, l'Australie, les Philippines, l'Inde. Laissons aussi de côté le fait que tant les États-Unis que l'Union européenne savent déjà qu'ils font face à un ennemi redoutable et qu'ils ne savent pas quoi faire. Concentrons-nous plutôt sur ce qui nous concerne. La Chine communiste est passée d'une influence modérée en Amérique latine à devenir un acteur, un partenaire commercial, politique et économique crucial dans une attitude de franche rivalité avec les États-Unis, s'immisçant dans sa zone d'influence la plus immédiate pour projeter sa puissance politique et militaire. Que recherche spécifiquement le dragon jaune? Fondamentalement et superficiellement, obtenir des matières premières au moindre prix, un marché pour exporter ses technologies et sa capacité de production au prix le plus élevé possible, et investir ses réserves internationales excédentaires dans des projets qui louent plus que ce qu'ils rapportent en Chine. Mais les investissements chinois, qui ne génèrent généralement pas d'emplois stables, sont derrière ce qui intéresse le plus le géant asiatique, les prêts et l'endettement, car il y gagne davantage. La Chine a accordé à l'Amérique latine plus de prêts depuis 2005 que la Banque mondiale et la Banque interaméricaine de développement réunies. Et il les accorde non pas par le secteur privé, mais officiellement, c'est-à-dire par la Banque de développement de Chine et la Banque Exim. Aujourd'hui, à travers ces institutions opaques, la Chine dépasse en tant que prêteur de 200% le Club de Paris, qui était l'ancien fournisseur de crédit. Mais contrairement aux créanciers précédents avec la Chine, il est littéralement impossible de renégocier une dette. Les relations qui se créent à partir de cette dynamique sont pour nous
totalement déséquilibrés en faveur de la Chine et aboutissent à une dépendance brutale, comme jamais auparavant. Cela s'est déjà vu au Chili. Lorsqu'une entreprise chinoise a voulu acquérir un quart du capital social de la société chimique minière, les autorités chiliennes, se basant sur la loi, ont fait obstacle à cette acquisition. Et l'ambassadeur de la Chine communiste au Chili a sauté, menaçant de couper d'autres investissements du dragon. Les autorités chiliennes ont baissé la tête et se sont soumises. Le rôle de la Chine en tant que créancier à la fois des prêts et de la dette publique a été et sera désastreux pour les pays qui tombent dans ces réseaux. Et sera aussi désastreux pour le nôtre. Une fois entré dans sa cage d'or apparent, il est quasiment impossible d'en sortir. Mais la partie la plus sérieuse de cette question est que la Chine communiste, à la fois avec les États-nations et avec les entreprises qui cherchent à accéder au capital, à la main-d'œuvre, aux fournisseurs ou au marché chinois, ils exploitent les désirs économiques de leurs homologues pour promouvoir leurs objectifs militaires hégémoniques. C'est pourquoi il est habituel pour la Chine d'intégrer secrètement des capacités militaires dans des projets commerciaux, comme en témoigne ce qui s'est passé il y a quelques semaines à peine dans le port de Khalifa, aux Émirats arabes unis, un projet opéré par la compagnie maritime chinoise COSCO. Les Émirats arabes unis ont fait marche arrière et ont fini par s'aligner sur les États-Unis. Mais et si la capacité militaire que les États-Unis ont découvert déguisée en un autre projet d'infrastructure n'était pas à l'autre bout du monde dans le golfe Persique, mais à une courte distance de sa frontière sud? Je veux dire, ici, en Amérique centrale. Au Nicaragua, Singway Telecom Enterprise Group, une entreprise financée par l'État chinois dirigée par le milliardaire Wang Jing, a reçu l'autorisation de construire et de mettre en œuvre des infrastructures et des services de télécommunications dans tout le pays. Le gouvernement nicaraguayen a également autorisé l'une des autres sociétés de Wang à construire un canal transnational, un projet qui s'est effondré. Mais les deux projets seraient financés par la Chine. Malgré les liens honduriens taïwanais, dans notre pays voisin, la société d'État chinoise Sinohydro Corporation a construit des barrages et des capacités de production hydroélectrique pour le Honduras, financés par la Chine. Le gouvernement d'El Salvador, qui est si clair sur notre néfaste expérience avec le FMLN, ne semble toujours pas avoir réalisé que l'établissement des relations avec la Chine communiste et la volonté de créer pour elle un environnement opérationnel permissif au Salvador sont le pire héritage empoisonné des mêmes habituels. L'expansion du port et d'autres projets connexes font partie de plus d'un demi-milliard de dollars de dépenses d'infrastructures que la Chine a promis à El Salvador. Est-ce que la Chine pourrait-elle réaliser au Salvador ce qu'elle n'a pas réussi à réaliser aux Émirats arabes unis? C'est le vrai problème de notre diplomatie, aujourd'hui et à court, moyen, long terme. Et ici, les nœuds les plus immédiats rencontrent les menaces médiates. Tant des nœuds ensemble deviennent alors un nœud gordien. Le dernier point est donc celui-ci. Est-ce que le gouvernement des États-Unis veut-il vraiment empêcher que El Salvador et les pays d'Amérique centrale soient forcés de se mettre sur l'orbite du grand dragon jaune? Il est donc nécessaire et indispensable que la diplomatie américaine abandonne les accents basés sur des idéaux et des valeurs éthérées et abstraits tels que les droits de l'homme, la démocratie, la transparence, et se concentre sur le pragmatisme de la realpolitik. Chaque fois dans l'histoire que la politique étrangère des États-Unis est lancée, même en apparence, dans la tâche chimérique d'exporter les valeurs du mode de vie américain, dans certaines ouvertement progressistes, le chaos envahit certaines parts du monde. Sinon, regardons le cas du Nicaragua et l'avènement des sandinistes dans les années 70. La chute de Batista et l'entronisation de la dictature castriste, la chute du Shah d'Iran et l'installation du régime des ayatollahs, l'effondrement de Kadhafi et de Hussein et la montée subséquente du chaos et du califat islamique. L'histoire est le maître de la vie et bien sûr, un coq ne chante pas plus clair que ça. L'administration Biden devrait éviter de commettre les mêmes erreurs de politique étrangère que Truman, Carter et Obama. Au moins,
Ils devraient éviter de les commettre dans le cas qui nous concerne, qui est dans leur diplomatie ici au Salvador. Le chemin qu'ils ont entamé ici ne mène pas à une conclusion heureuse, et le ministère des Affaires étrangères salvadorien, pour sa part, devrait également maximiser ces contextes, être plus prudent et d'adhérer aux bonnes pratiques diplomatiques. La situation stupide et dangereuse dans laquelle le gouvernement précédent nous a laissé la porte ouverte au dragon rouge ne supporte pas des conflits inutiles. Et cette porte doit être fermée, une fois pour toutes, le plus tôt possible. Ce nœud gordien doit être coupé droit. Cet héritage empoisonné doit être répudié dès que la prudence le permet. C'est-à-dire que nous devons rompre les relations diplomatiques avec la Chine communiste et les rétablir avec Taïwan, juste comme ça s'écoute. Aux grands mots, les grands remèdes. Espérons que notre diplomatie ait la sagesse de comprendre que c'est la seule issue à ces embrouilles, avant la fin de son quinquennat. Sinon, il pourra être trop tard.